Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la nouvelle saison 2023-2024 de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, avant de commencer, je voudrais tout d'abord présenter mes plus sincères condoléances en mon nom et au nom de toute l'équipe de l'émission au peuple marocain ainsi qu'au roi Mohamed VI suite au terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc ce vendredi 8 septembre. Nous partageons avec une immense tristesse votre douleur et vous adressons toute notre affection en cette pénible épreuve. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous évoquerons et analyserons les conséquences de ce séisme, en plus de nombreux sujets qui ont fait l'actualité au cours des 2 derniers mois. Nous essaierons ainsi de voir comment le Maroc peut panser ses blessures et ce que vont proposer les États-Unis pour l'y aider. Nous évoquerons également l'importance de la reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et ses implications pour l'avenir. Autre sujet au programme de cette émission, les causes du déclin de l'influence française au Sahel, ou encore la vraie raison d'être des BRICS, ce bloc économique qui fait surtout figure d'alliance anti-américaine. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 invités. Avec nous en visioconférence depuis Marrakech, Martin Jay. Il est lauréat d'un prix international pour le journalisme d'investigation, rédacteur en chef du site maghreb.org, expert de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il a travaillé au Liban, en Belgique et en Chine avant de s'installer au Royaume du Maroc. Avec nous également sur le plateau, l'ancien sénateur David Bolger, expert en sécurité nationale à Washington DC et ancien responsable du bureau du président Biden. Il a également travaillé au Pentagone et dans d'autres institutions gouvernementales. Enfin, comme il est de coutume dans cette émission, notre chroniqueur aujourd'hui, Mark Feifly, que vous connaissez très bien, nous accompagnera pour ce premier épisode. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, Mark Feifly présentera cette émission à tour de rôle avec votre serviteur. Mark, qui je le rappelle, a travaillé au sein de la Maison-Blanche en tant que conseiller adjoint à la sécurité nationale et expert en stratégie de communication sous la présidence Bush Jr. Il est le fondateur et président de Off the Record Strategy, une agence en relations publiques et communication. Bienvenue messieurs, et pour commencer, je vous propose d'écouter quelques témoignages à propos du douloureux tremblement de terre qui vient de secouer le Maroc. Je dis au peuple marocain que nous nous tenons prêts à vous aider. Soyez assurés que nous sommes avec vous et à vos côtés. Et tout ira mieux avec le temps. Les États-Unis sont à vos côtés. Mais bon courage, les gens du Canada, de la province du Québec sont avec vous et je présume que les Américains aussi. Alors on pense à vous, on sera là pour vous et puis on vous envoie nos prières et nos sous aussi pour vous aider. Nos pensées vont au peuple marocain à la suite de ce tremblement de terre dévastateur. Nous vous envoyons nos prières et tout le monde doit vous soutenir le plus rapidement possible. Face à la souffrance des Marocains durant ces moments difficiles, nous pensons à vous et nous prions pour que vous puissiez surmonter cette affliction, que le Haut-Puissant soit avec vous. Je suis vraiment triste de ce qui s'est passé au Maroc. Mon pays, le Chili, a connu des tremblements de terre à plusieurs reprises, y compris le séisme de magnitude 8,8 en 2010, où nos pertes ont été considérables.
Nos pensées au Chili vont au peuple marocain et j'espère que vous surmonterez bientôt cette épreuve. Le dramatique tremblement de terre au Maroc était vraiment une triste nouvelle à cause de nombreuses vies perdues. C'était malheureux pour le monde entier, pas seulement pour le Maroc. Que le haut Dieu vous vienne en aide. Merci. Je m'appelle Fahim Firoz et je suis du Pakistan. J'ai vu le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, ce qui est une triste nouvelle. Nous sommes à vos côtés ainsi qu'aux côtés de toutes les familles touchées. Nos profondes condoléances à vous. Le terrible tremblement de terre survenu au Maroc près de la ville de Marrakech était horrible. C'est vraiment malheureux de voir une telle catastrophe naturelle et les pertes qu'elle a causées. I also want to express my solidarity with those who are mourning the loss of friends and loved ones. Je voudrais exprimer ma solidarité avec ceux qui ont perdu leurs familles et leurs amis. Je suis également solidaire avec les équipes qui travaillent sans relâche pour secourir les survivants. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par cette terrible épreuve. Cependant, nous sommes également optimistes quant à l'avenir car le Maroc restera fort grâce à son peuple et à son dirigeant sage et inébranlable. J'espère que le monde entier se lèvera non seulement pour prier pour le Maroc, en particulier ici, aux États-Unis, mais aussi pour apporter son soutien concernant la reconstruction. Le Maroc a toujours été un grand ami des États-Unis depuis notre indépendance en 1776. De ce fait, nous n'oublierons pas nos alliés en cas de besoin. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de relever ce défi. Godspeed, my friends. Godspeed. Alors, quelques heures après ce séisme, le président Joe Biden a publié une déclaration exprimant la solidarité des États-Unis avec le peuple marocain. Je le cite. « Je suis profondément attristé par les pertes humaines et la dévastation causée par le tremblement de terre au Maroc. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par cette terrible épreuve. Mon administration est en contact avec les autorités marocaines. Nous travaillons rapidement pour assurer la sécurité des citoyens américains au Maroc et nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis sont aux côtés du Maroc et de mon ami le roi Mohammed VI en ce moment difficile. » Alors Marc, qu'avez-vous ressenti devant cette tragédie et que pensez-vous que nous puissions faire ? Bien évidemment, Adam, cette tragédie au Maroc coïncide avec le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 et les Américains se souviennent des destructions de ces jours. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui les mêmes scènes à la télévision, ce qui augmente l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Vous pouvez vous préparer à tout moment, mais vous ne pouvez pas prédire quand la destruction surviendra. Je suis certain que le peuple américain se trouve dans cette épreuve aux côtés du peuple marocain ainsi que notre gouvernement et nos militaires. Partout où cela sera nécessaire, nous nous efforcerons de soutenir autant que nous le pouvons. Prenons à présent la direction de Marrakech, l'une des villes les plus touchées par ce tremblement de terre, où se trouve le journaliste d'investigation britannique Martin Jay, qui est avec nous en visioconférence. Martin, nous sommes heureux que vous vous portiez bien. Vous étiez à proximité de l'épicentre de ce tremblement de terre. Alors pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé, ce que vous avez vu ? Franchement, je me sens très triste concernant le séisme au Maroc. Personnellement, j'avais le sentiment que la mort nous guette, moi et ma femme, au moment du tremblement de terre. Il est vrai que notre maison ne s'est pas effondrée, mais de nombreux murs dans la maison se sont endommagés et bien pire aurait pu se produire. Je suis également très triste de la souffrance de nombreux Marocains, en particulier les pauvres dans les zones rurales. Dans la ville d'Amzmez, par exemple, il y a eu des histoires tragiques où des pauvres vivaient dans des maisons construites d'une manière traditionnelle. Chaque maison s'est rapidement effondrée l'une sur l'autre à cause du tremblement de terre.
Malheureusement, nous avons vu des milliers de familles, et pas seulement des centaines, qui ont perdu leur maison. Je pense que tout le monde est conscient de l'ampleur plus large des conséquences du séisme en dehors de la ville de Marrakech, car la situation est horrible et les dégâts causés par le tremblement de terre sont vraiment visibles. À Amzmiz, par exemple, j'ai remarqué qu'un grand nombre de maisons vieilles de 30 à 40 ans se sont effondrées, ce qui m'a rendu très triste. C'est vraiment horrible quand on voit des familles qui perdent leur maison, le fruit d'un travail acharné. Rien qu'à Amzmiz, environ 200 personnes ont été tuées sous les décombres des maisons. Ainsi, nous sommes confrontés à une histoire tragique qui touchera non seulement le cœur des Marocains, mais aussi celui des gens du monde entier lorsque nous commencerons à ressentir du chagrin et de la tristesse et à prendre conscience de la situation dans son ensemble, de ce qui s'est passé à la suite de ce tremblement de terre. Vous parlez des zones rurales de la région de Marrakech, où vit une importante population d'étrangers. Et vous en faites d'ailleurs partie. Alors avez-vous ressenti du soutien de la part des habitants de la ville? Et comment les gens ont-ils réagi? Le Maroc a toujours été un pays multiculturel. Où que vous alliez dans n'importe quelle région du Maroc, que ce soit à Tanger, Casablanca ou même Ouarzazate, au sud ou à Agadir, vous trouverez toujours de grandes communautés de citoyens européens qui se sont intégrés avec le peuple marocain qui les accueille. Cependant, Marrakech vous amène à un autre niveau où vous voyez que la relation entre Marrakech et les étrangers est plus étroite. Les habitants de Marrakech en sont fiers parce qu'il s'agit d'un espace de multiculturalisme. Marrakech est une ville très ouverte et témoin de caractéristiques occidentales remontant à l'époque grecque. Elle est unique car elle n'a pas d'équivalent sous le soleil. Elle attire de nombreux étrangers dans un climat où les gens acceptent les cultures et les religions des autres. En revanche, dans les moments difficiles comme ceux d'aujourd'hui, la coopération est indispensable pour réaliser ce qui est nécessaire. D'ailleurs, nous avons vu ces derniers jours comment les gens s'entraident à Marrakech et nous avons vu également à la télévision comment les hôpitaux fonctionnent à pleine capacité. D'autant plus, une forte mobilisation relative aux dons de sang a vu le jour, ce qui est un bon signe de solidarité. C'est vrai que nous traversons des jours tristes au Maroc, mais nous constatons aussi des niveaux extraordinaires de compassion à Marrakech de la part des Marocains envers leurs concitoyens, ainsi que de la communauté européenne résidant à Marrakech. Ses membres se sont précipités pour donner leur sang et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider. Ce sont des éléments poignants dans cette triste histoire. Un tremblement de terre d'une telle puissance n'avait jamais été vu par les Marocains et la région de l'Afrique du Nord n'en avait jamais été témoin auparavant. Ce qui s'est passé a été une onde de choc pour le Maroc, ce dernier qui a bien géré cette catastrophe naturelle. Il s'agit d'une période très difficile pour le peuple marocain, les forces armées royales, la protection civile, la police et le gouvernement, car chacun doit comprendre ce qu'il doit faire avec ce tremblement de terre et je crois que dans les semaines et les mois à venir, nous verrons des changements majeurs au Maroc en vue de s'adapter. Merci Martin pour ce témoignage exceptionnel. Le 17 juin, le roi Mohamed VI a reçu une lettre de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'informant de la reconnaissance officielle par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et l'assurant qu'Israël communiquerait officiellement cette reconnaissance aux Nations Unies, aux organisations internationales et à tous les pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.
Alors, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet. Après les États-Unis, l'Espagne et plusieurs pays à travers le monde, la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara a couronné le travail serein et inlassable de la diplomatie marocaine sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les États-Unis ont salué la décision israélienne, une décision qui n'aurait pas pu être retardée en vue d'assurer l'équité envers les droits légaux marocains et satisfaire une large partie des Juifs marocains qui s'accrochaient aux constantes de leur patrie et à son intégrité territoriale partout où ils résidaient dans le monde. En effet, la reconnaissance israélienne du Sahara marocain n'a pas surpris de nombreux observateurs, universitaires et membres du Congrès des États-Unis d'Amérique. D'autant plus, les anciens présidents des États-Unis ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie. De même, des dizaines de représentants du peuple américain à la Chambre des représentants et au Sénat ont signé des pétitions soutenant le droit du Maroc à son intégrité territoriale. Cette dernière qui est liée avec une vision claire à travers un prisme spécial par lequel le Maroc distingue la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats que le Royaume établit. Dans la capitale américaine Washington, la reprise des relations maroco-israéliennes revêt une symbolique très particulière, car le Maroc, aux yeux des Américains, est le pays du rétablissement de la paix internationale. D'ailleurs, le début de cette paix réside dans la défense par le roi du Maroc et le peuple marocain du droit des Palestiniens à établir leur État indépendant et du droit des Israéliens à vivre en paix. Quant à la reconnaissance par l'État d'Israël du Sahara marocain, elle n'est pour les Américains qu'un acquis et une description d'un fait historique établi. Jihan Mansour, Médian TV, à côté de la Maison-Blanche, Washington. On remercie Jeanne Mansour pour ce reportage et je me tourne maintenant vers Martin Jay de Marrakech. Martin, le Maroc demeure depuis longtemps le parrain de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Le Maroc soutient le droit d'Israël à exister, mais en même temps, il prend fait et cause pour le droit des Palestiniens à créer un État indépendant. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur cette capacité de la diplomatie marocaine à concilier ces deux positions ? La pression est actuellement sur la diplomatie marocaine, c'est-à-dire sur le ministère marocain des Affaires étrangères et sur le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, pour apaiser la tension actuelle entre Israël et les Palestiniens. Il y a de réels problèmes, mais en tant que journaliste, je me rends compte que le Royaume du Maroc est l'un des rares pays du monde arabe où la majorité de sa population éprouve un amour sincère envers les Palestiniens et un réel intérêt pour la question palestinienne. En fait, je ressens une réelle inquiétude quant à la souffrance des Palestiniens, car nous voyons dernièrement un bilan sans précédent de violations par le gouvernement israélien contre les droits humains du peuple palestinien. D'ailleurs, c'est ce que ressentent généralement tous les Marocains. C'est pourquoi je crois que Sa Majesté le roi Mohammed VI et le ministère marocain des Affaires étrangères tentent de parvenir à un certain équilibre, car il y a des bénéfices et des avantages pour Rabat à soutenir les relations avec Israël, vu l'opportunité d'investissement étranger d'Israël au Maroc. C'est ce que nous constatons actuellement. Cette relation doit donc être soutenue, mais nous sommes en train de trouver un équilibre. The people of Morocco are reminding the elite, they're reminding Rabat, and they're reminding His Majesty almost on a weekly basis when they have their demonstrations in Rabat, mainly. Je pense que c'est une bonne chose d'entendre les paroles et les discours positifs des Marocains à l'égard du peuple palestinien. Le peuple marocain ne cesse de rappeler à son gouvernement que la situation sur le terrain nécessite une résolution concernant la question palestinienne.
De plus, les Marocains estiment que le fait de reconnaître la marocanité du Sahara par Israël est impeccable. Il y avait en fait un grand espoir lorsque le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et il y avait également un grand espoir pendant les premiers mois du mandat du président Biden, que si les relations entre le Maroc et Israël se sont renforcées en signant le processus de reprise des relations diplomatiques, quelque chose pourrait arriver. D'ailleurs, les Marocains espéraient que la normalisation des relations peut conduire à un accès facile et rapide des membres du Congrès via Israël pour soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara, mais cela ne s'est pas produit. Martin, c'est un point important que vous venez de souligner et je me tourne vers Marc. Martin dit que le Maroc, et c'est bien sûr son avis, souhaitait obtenir rapidement une clarification de la position du Congrès américain sur la question du Sahara. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la reconnaissance par l'État d'Israël de la marocanité du Sahara motivera les membres du Congrès à en faire davantage afin de mettre fin à ce conflit artificiel qui dure depuis trop longtemps et qui a de nombreuses répercussions sur la sécurité nationale américaine? Je pense que ça avance d'une manière lente. Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment au Congrès? La réponse est non. Il faut le dire. Cette reconnaissance israélienne est une conséquence de la mesure prise dans les derniers jours de l'administration Trump, au cours de laquelle les Marocains ont normalisé les relations diplomatiques avec les Israéliens. Il existe désormais une coopération avancée entre l'armée marocaine et l'armée israélienne. Il y a également un échange de relations diplomatiques et cela va se poursuivre pour donner de meilleurs résultats. Pendant que cela se produit, nous espérons que le Congrès américain cherchera la possibilité de contribuer à cette voie en soutenant la vision de paix pour la question du Sahara et rechercher une solution à ce conflit artificiel qui oppose le Maroc à l'Algérie depuis des décennies. Certes, les choses avancent trop lentement, comme nous le déplorons souvent. Martin, pensez-vous que la reconnaissance d'Israël pourrait pousser d'autres pays à leur emboîter le pas? Je pense que cela peut être un facteur contributif, mais il reste peut-être beaucoup à faire pour affiner une telle relation et la rendre satisfaisante pour les deux parties, car comme je l'ai dit tout à l'heure, la question palestinienne est un réel problème qui ne disparaîtra pas. En fait, nous devons voir plus d'initiatives marocaines et si cela verra le jour, d'autres pays pourraient accepter et commencer à négocier avec Israël concernant la normalisation des relations diplomatiques, en particulier le Royaume d'Arabie Saoudite. Et si le Maroc est capable de diriger cette tendance, le Royaume d'Arabie Saoudite peut lui emboîter le pas. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les Marocains attendent de leur côté une reconnaissance israélienne pleine de la marocanité du Sahara à travers l'ouverture d'un consulat général israélien à Dakhla ou à Al Ayoun. Cela ne s'est pas produit jusqu'à présent et je crois qu'une telle décision sera la dernière partie des relations bilatérales avec Israël. Les Marocains espèrent que cela se produira dans les semaines ou les mois à venir et pour Israël, ça sera vraiment une reconnaissance irréversible de la marocanité du Sahara. Je crois que si d'énormes investissements étrangers étaient approuvés, comme cela s'est produit récemment lorsqu'un groupe industriel britannique a signé un contrat d'investissement d'une valeur de 100 milliards de dollars, ce que personne à Dakhla n'avait imaginé, créant 5000 emplois, alors si davantage d'investissements a été réalisé de la part de la Grande-Bretagne et si le Royaume du Maroc réussit à réduire les factures d'électricité des citoyens britanniques, cela aura un impact politique majeur au siège du gouvernement britannique. Car il deviendra facile pour le gouvernement à Londres de dire au Maroc « Nous sommes avec vous concernant la question du Sahara marocain ». De ce fait, je crois que le meilleur avenir est lié aux investissements étrangers. Bien, nous allons maintenant passer à un autre sujet pour évoquer la crise récente dans certains pays africains, notamment les pays du Sahel. Nous discuterons de ces évolutions avec notre deuxième invité, David Bolger. David, nous allons faire une courte pause et directement après, j'aimerais connaître votre opinion sur les causes de ces crises au Sahel
et savoir aussi qui en sont les véritables bénéficiaires. Et restez avec nous. We'll hear more from David when we come back. Don't go away. Alors nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous allons maintenant évoquer les coups d'État militaires survenus récemment dans la région africaine du Sahel, qui ont provoqué un choc politique majeur en ouvrant une nouvelle page d'incertitude et d'insécurité. Je pense notamment à ce coup d'État au Niger le 26 juin dernier, un coup de force qui a été condamné par de nombreux pays, y compris l'Union africaine et la CEDEAO. Ces événements ont fragilisé la stabilité politique de toute la région et gelé les transitions démocratiques dans plusieurs pays. Certains estiment que l'héritage colonial est à l'origine de ces troubles, tandis que d'autres y voient la main de la Russie qui chercherait à déstabiliser toute la région. Alors j'ai le plaisir d'accueillir notre second invité, David Bolger, pour discuter de ce sujet. David, permettez-moi tout d'abord de vous lire l'extrait d'un article du New York Times. Depuis plus d'un mois à Niamey, la capitale du Niger, le président démocratiquement élu est détenu par les putschistes dans sa propre maison. Les généraux de la junte affirment qu'il pourrait traduire le président Bazoum en justice et que toute intervention étrangère entraînera son exécution. Pour beaucoup de gens, cette prise de pouvoir par l'armée est un véritable coup d'État. Cependant, la rhétorique diplomatique alambiquée de l'administration Biden évite toujours de qualifier le renversement du président nigérien de coup d'État. Fin de citation. Alors, à votre avis, David, qu'est-ce qui empêche l'administration Biden de qualifier ce qui s'est passé de coup d'État ? Merci pour l'invitation. En effet, dans le monde des canaux diplomatiques, on trouve généralement un double ou triple discours avec de nombreuses expressions. Lorsque nous ne voulons pas souligner une chose ou en dévaloriser une autre. Je pense que les propos de Martin sur l'ouverture d'un consulat général à Dakhla ou à Laayoune seront une mesure très importante, car ce type de mesure revêt d'une importance considérable. En fait, face à une situation comme celle qui s'est produite au Niger, les États-Unis, qui sont une superpuissance, hésitent souvent à se précipiter pour nommer ce qui s'est passé d'une certaine manière. S'ils se trompent sur l'expression, ils ne pourront pas défaire. Je crois que cela est la raison de l'hésitation. Mais l'administration Biden surveille déjà de près la situation, tout comme le reste des pays de la région. Il s'agit donc de nous laisser une marge de manœuvre. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous ne qualifions pas ce qui s'est passé de coup d'État, c'est que si nous disions cela, les États-Unis seraient contraints de rompre leurs relations avec le Niger, ce qui ouvrirait bien sûr la voie à la Russie, dont l'influence croissante en Afrique inquiète les responsables américains. Alors pensez-vous que la Russie travaille à déstabiliser l'Afrique? Et si la réponse est oui, que devons-nous faire pour l'en empêcher? La Russie et la Chine ont réalisé de nombreux investissements sur le continent africain, et ça depuis des décennies. Et ce n'est pas nouveau. En fait, elles tentent d'exploiter les gisements miniers et de fournir des services de communication, entre autres. J'ai passé auparavant du temps en Afghanistan et les Russes n'étaient pas là à ce moment-là. Mais la Chine était présente et avait un accès aux mines et autres ressources de l'Afghanistan. De plus, la Chine n'avait aucune position contre les talibans il y a 10, voire 15 ans. Je crois que la Russie a la possibilité de s'insérer dans différentes régions du monde, ce à quoi elle a l'habitude de faire, et ce n'est pas un phénomène nouveau. La Russie exploite les pays instables d'Afrique.
ce qui ouvre la porte aux terroristes basés sur le continent africain. En fait, la Russie et la Chine ne cessent de chercher un point d'ancrage, que ce soit sur le plan économique, diplomatique ou militaire. C'est d'ailleurs le plan que la Russie et la Chine se sont fixés. Vous nous avez renseigné sur l'implication de la Russie et de la Chine en Afrique. Et je voudrais maintenant que nous parlions des partis qui sont sur le point de quitter l'Afrique. Les manifestants au Niger n'ont pas hésité à qualifier ce qui s'est passé de coup d'État, mais il s'agit d'un coup d'État contre la France, selon eux. Nous avons été témoins des mêmes problèmes au Burkina Faso, au Mali ou au Gabon. Alors pensez-vous que la présence croissante des Russes et des Chinois est compensée par le déclin de l'influence française en Afrique ? Je crois que c'est vrai, mais j'appelle cela un tir à blanc. Car ils ne visent pas nécessairement le gouvernement, mais ils veulent mettre fin au colonialisme. Je crois que ce qui s'est passé au Burkina Faso, et j'ai d'ailleurs personnellement travaillé avec le gouvernement burkinabé il y a des années, ce qui s'est passé était un coup d'État pacifique. Mais après des décennies du même dirigeant, on aurait dit que ce n'était pas une démocratie, mais un tyran qui gagnait de fausses élections. Mais ce n'était pas le cas. That's a tyrant who just continues to get elected on these somewhat fake elections, which wasn't the case. Le changement de direction au Burkina Faso s'est déroulé de manière pacifique il y a 10 ans. Mais le pays n'a pas connu de stabilité depuis lors. C'est pourquoi je crois que ce qui s'est produit en Niger le mois dernier se répétera dans la région du Sahel. Cela est assez préoccupant, Marc. J'aimerais connaître votre avis, notamment sur la France. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la situation au Niger était complètement différente de celle du Gabon, mais il n'en a pas expliqué les raisons. Alors j'ai 2 questions à vous poser à cet égard. Quelle est donc cette différence? Et comment expliquez-vous de manière générale ces mouvements africains contre la France? So it's easy to take on the colonials. And for generations, that's what many powers have done, is a justification for Écoutez, il est peut-être facile d'influencer les générations et les nations en utilisant le terme colonialisme. De nombreuses puissances ont utilisé ce terme pour justifier la déstabilisation des régimes en Afrique et tenter de les renverser. Cela n'enlève rien au fait que la France œuvre pour assurer un certain ancrage dans ces régions. 2500 soldats français ici et ailleurs. De même, la France exploite les relations diplomatiques à leur profit économique et tout cela pour affronter des régimes peu amicaux à leur égard ou à l'égard de l'Occident. En fait, le réel défi ici réside dans la présence de démocraties fragiles, d'économies faibles et de grandes souffrances humaines qui ouvrent la voie à des pays comme la Russie pour planter les graines de leur influence. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo dans laquelle les Russes prétendent que les États-Unis veulent tuer le nouveau dirigeant du Niger et cette vidéo a été vue par des centaines de milliers de personnes. That their economies have been completely put in disarray, and that's the hope, and that's the problem that when a lot of these countries. Avec une telle tromperie, le défi réside dans la pauvreté et les économies fragiles. En conclusion, nous avons besoin de la présence américaine là-bas pour limiter cette implication et arrêter cette exploitation. David, permettez-moi de vous demander comment tous ces événements affectent-ils des pays comme les États-Unis et le Maroc, qui sont des démocraties stables et qui ne sont pas liées géographiquement à ces pays. Et en même temps, quelles répercussions cela peut-il avoir sur nous? Pourquoi faut-il s'en préoccuper?
Merci d'avoir mentionné le Maroc. Et permettez-moi de présenter mes condoléances et mes prières aux citoyens de cette grande nation. En effet, le défi auquel nous sommes confrontés face aux catastrophes naturelles nécessite des années de travail acharné. Et par conséquent, nous avons besoin de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres qui continuent à nous soutenir. Pour en revenir à votre question, je pense que cela a des implications sur les relations du Maroc avec l'Afrique et les États-Unis. Lorsque nous sommes confrontés à ces catastrophes ou à un coup militaire, par exemple, les gens se rendent compte que nous ne devons pas permettre à cette propagande russe de diffuser des informations erronées. Nous ne devons pas également permettre à la Chine de s'emparer des ressources des pays africains, et ce, en étendant les réseaux de communication en échange d'obtenir des sommes d'argent énormes et exorbitantes de la part de petits pays du continent africain. Le monde est devenu un village planétaire. Et je crois que si nous voyons ce qui se passe dans la région du Sahel, nous devons voir ce qui se passe dans son ensemble, car ce qui se passe là-bas pourrait se répéter dans n'importe quel autre pays. La situation est devenue très délicate. Nous allons maintenant refermer cette page sur les coups d'État en Afrique. Il y a quelques semaines, le groupe des BRICS a annoncé la liste de ses nouveaux pays membres qui le rejoindront en 2024. Il s'agit de l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Alors, le magazine Geopolitical Monitor a écrit que les BRICS ne constituent pas une menace stratégique pour les États-Unis et que ce bloc économique est un partenariat de convenance plus qu'une alliance à long terme. Le magazine a affirmé qu'il n'existe pas de charte, ni de secrétariat général fixe, ni même de site internet fonctionnel. Ce tigre de papier a une longue liste de défis structurels à surmonter. L'incohérence idéologique des BRICS, caractérisée par des problèmes allant d'intérêts internes conflictuels à des visions internationales divergentes, posera des défis complexes au groupe dans un avenir prévisible. Alors David, les États-Unis doivent-ils se préoccuper de l'expansion de ces BRICS? Je ne le pense pas. Le G20 a proposé ces derniers jours à l'Union africaine d'adhérer à part entière au groupe des 20 afin que les questions qui concernent le continent africain puissent être discutées à ce niveau. Quant aux États-Unis, nous avons des relations diplomatiques, militaires et de défense avec presque tous ces pays, à l'exception de la Russie, bien sûr. De nos jours, tous les groupes comme le G7, le G20, les BRICS et d'autres concluent de nombreuses alliances. Et je ne pense pas que cela nuira aux États-Unis, car nous avons des canaux de communication avec tous ces pays.
Je pense que l'influence du bloc BRICS a été grandement exagérée. Bien. Permettez-moi d'évoquer maintenant l'angle suivant. 3 membres des BRICS, la Russie, la Chine et l'Iran, s'opposent à l'influence américaine dans le monde et la considèrent comme une influence dirigée contre eux. L'un de leurs objectifs est d'affaiblir et de réduire la domination mondiale du dollar par le biais de transactions à travers d'autres devises. Alors, est-ce que cela doit nous inquiéter ici aux États-Unis? Peuvent-ils réussir et pensez-vous qu'ils pourraient recevoir le soutien d'autres pays membres de ces BRICS? Personnellement, je ne le pense pas, car toute partie qui traite avec les États-Unis se rend compte qu'il existe encore une voie directe. Si vous êtes dans un pays étranger, et personnellement j'ai travaillé auparavant dans plusieurs pays étrangers, si vous traitez avec le département du Trésor ou si les dirigeants de votre pays rencontrent des responsables du département d'État, du département du Trésor ou d'autres agences gouvernementales, cela a une réelle valeur. Et comme je l'ai dit auparavant, il existe de nombreux canaux de communication, même avec l'Iran. Par conséquent, je pense que le rassemblement des BRICS va disparaître. Et d'après ma vision, ce rassemblement n'aura pas d'impact économique. Je crois que le département du Trésor américain, le département d'État, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis et d'autres institutions surveillent de près cette évolution. Mais à l'heure actuelle, cela ne constitue pas une question digne d'attention. Bien. Marc, qu'en pensez-vous? Les États-Unis sont-ils censés s'inquiéter? Et qu'en est-il de pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis? Et surtout de l'Argentine, dont l'économie est en faillite, ce qui est aussi d'ailleurs le cas de l'Égypte. Écoutez, je pense que cela donne à ces pays l'occasion de dire aux États-Unis que nous avons d'autres destinations vers lesquelles nous nous tournons. Par exemple, ils impliquent l'Iran. Bien entendu, nous traitons de la question du dossier nucléaire iranien et de son soutien au terrorisme. Les BRICS sont un groupe qui représente moins de 30% du territoire mondial et environ 40% de la population mondiale réunis sous le même toit. Félicitations à eux, mais si vous êtes un pays qui souhaite des transactions commerciales sérieuses, vous regarderez la monnaie chinoise ou russe et vous poserez la question suivante. Est-ce que je veux vraiment impliquer mon pays dans cette tourmente? Bien évidemment, nous avons nos problèmes, mais nous n'avons pas leurs problèmes économiques. Le plus grand défi sera l'année à venir. Imaginez avec moi que la prochaine réunion des BRICS aura lieu en Russie. Veulent-ils vraiment aller sur le territoire russe? Seul le président de la Corée du Nord s'y rend, mais pas les dirigeants du monde. Le président du Brésil souhaite-t-il vraiment se rendre en Russie et serrer la main de Poutine s'il reste au pouvoir? C'est une question qu'on peut se poser, car lors du sommet du G20 à New Delhi, Narendra Modi a transmis le maillet de la présidence du G20 au président Lula da Silva. De ce fait, la prochaine conférence inclura la Russie, l'Inde et le Brésil, qui sont tous des pays des BRICS. Et le président brésilien a d'ailleurs déclaré que si Poutine venait au Brésil, il ne serait pas interpellé. Je rappelle qu'il existe un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, un mandat qui émane de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. C'est pourquoi les discussions sur les liens entre la conférence des BRICS en Russie et le sommet du G20 au Brésil soulèvent des questions légitimes. Les objectifs du groupe sont-ils purement économiques?
Tout a été politisé. Il y a des pays dans le monde qui croient que les États-Unis sont forts et que leur hégémonie est telle qu'ils imposent leur opinion au monde par le recours à des sanctions économiques ou à l'usage de la puissance militaire. Ils estiment donc qu'il faut trouver une force alternative comme les BRICS. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur cette idée de réaliser un contrepoids économique et politique à l'Occident à travers des centres d'influence internationaux parallèles aux États-Unis et aux organisations telles que le Groupe des Sept et l'OTAN, dont les États-Unis sont considérés comme le membre le plus influent. Alors je donnerai d'abord la parole à Marc, puis David interviendra ensuite. Adam, I think that's what the U.S. is searching for right now. And Adam, c'est ce que recherchent les États-Unis en ce moment. Le président Joe Biden sera au Vietnam après ces réunions. Pourquoi? Est-ce que parce que le Vietnam a un impact économique surnaturel? Pas nécessairement, mais parce que le Vietnam est proche de la Chine. Il est donc clair que les États-Unis et d'autres pays veulent déplacer les pièces de l'échiquier et que leurs étapes ne sont pas peut-être optimale. Peut-être y aura-t-il de nouvelles alliances et de nouvelles relations dans lesquelles ils pourront évoluer et développer des relations politiques, économiques et commerciales pour travailler collectivement et de manière féroce avec d'autres pays pour affronter la Chine, la Russie et l'Iran, bien sûr, et c'est désormais la nouvelle donne. Bien entendu, nous devons nous adresser au G7 et à l'OTAN. Allons-y, mais il y aura certainement des cas où nous travaillerons avec d'autres pays afin de construire une sorte de nouvelle relation. David, un monde multipolaire peut-il vraiment voir le jour? Je ne le pense pas, car je crois que moins il y a de réunions, la situation sera meilleure. Je pense également que plus vous parlez, moins vous risquez d'avoir des conflits avec les autres. Ce mois-ci se tiennent les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin que les membres de la communauté internationale soient informés de la situation, en particulier les grandes puissances. Primarily the larger nations, but that they can have these economic discussions in bilateral meetings and everything. Je ne pense pas que lorsque des groupes s'écartent du cadre général et ont déjà des relations et des liens avec de plus grands groupes internationaux, ils provoquent une certaine confusion et créent des positions contradictoires. Ils expriment un avis avec le G20 et en donnent ensuite un autre avec les BRICS. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de tenir des réunions moins nombreuses, mais bien ciblées. Après quoi, des détails plus larges pourront être discutés. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Je tiens à remercier nos invités, Martin Jay, qui intervenait à partir de Marrakech, et ici sur notre plateau, David Bolger. Merci également à notre chroniqueur Mark Feifley. Merci à vous pour votre attention. C'est la fin de ce premier épisode de cette nouvelle saison de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Permettez-moi encore une fois de présenter mes plus sincères condoléances et l'expression de notre sympathie aux familles des victimes du tremblement de terre et à tous nos amis au Maroc. Il est nécessaire de rappeler dans de telles circonstances que les catastrophes naturelles, malgré leur cruauté, malgré la douleur qu'elles provoquent, peuvent et doivent nous donner la force d'affronter l'avenir. Le peuple marocain fait preuve aujourd'hui de courage, d'unité et de cohésion face à cette cruelle tragédie. Cette unité, cette cohésion, cette détermination
Et cet esprit de solidarité restera un modèle inspirant pour toutes les générations à venir. Nos cœurs et nos prières vous accompagnent. Et je vous dis à très bientôt. Allah